Hayat El-Yamani, ingénieure, écrivain, marocaine-française. Tout à fait. J'ai rien oublié. Non. Vous êtes sur ce plateau pour un roman que vous publiez chez Anne Carrière Éditions, La Cruche Cassée. Mais ce livre a une histoire. Oui. Parce qu'il a déjà été publié il y a quelques années de ça. Oui. Mais ce n'était pas signé Hayat El-Yamani. C'était signé sous un pseudonyme, oui, Hayat Shamsi. Voilà. Mais c'était déjà vous. C'était moi, je vous le garantis. Donc on ne peut pas vous accuser de plagiat. Non, 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 non. C'est un peu d'actualité en ce moment. Non, 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 non. Voilà. Donc c'est totalement vous. C'est totalement moi, et si je peux me permettre en 2 mots, oui. Le retour en arrière, c'est tout simplement, j'avais choisi ce pseudonyme oui. pour une bonne raison pour moi. Shamsi veut dire ensoleillé. Oui. Et je devais être de bonne humeur ce jour-là, j'ai voulu me faire plaisir, je me suis dit, Hayat veut dire la vie, en arabe, et Shamsi, ensoleillé. Donc la vie ensoleillée, j'ai voulu me faire plaisir, on fait des petits cadeaux comme ça. Et au passage, il y avait aussi l'idée, il est question de choses personnelles, relativement intimes, qui se passent autour d'un deuil. Et ma famille est clairement évoquée, hein, même si j'ai brouillé les pistes, les noms sont changés, etc. Mais je voulais que ma famille soit à l'aise, que si elle voulait me reconnaître en tant qu'auteur, magnifique, très bien. Sinon, écoutez, elle me reniait. Et en fait, ça s'est passé complètement à l'opposé. Vous n'avez pas été à l'aise. Ils étaient furieux. Tu veux pas de notre nom? Pourquoi il n'est pas assez beau pour toi? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut même pas en être fier. Ouf. Alors, côté ingénieur aussi, je voulais séparer les 2 vies. Je suis ingénieur, c'est tout autre chose que je fais dans mon quotidien. Et là, pareil, on s'est mis à me poser des questions, mais tu t'es marié, tu as divorcé, c'est quoi ça? Donc, tout faux, je reviens, j'assume, je reviens à l'essentiel, c'est moi, c'est Hayat El-Yamani, et il n'y a aucun plagiat. Le titre, c'est La Cruche Cassée, on va en parler dans quelques instants, parce que je n'ai pas hésité une seconde à lire ce magnifique vieux conte marocain que vous avez choisi de faire figurer en ouverture de votre livre. Je vais le lire tout de suite d'ailleurs. Il était une fois une femme magnifiquement belle qui vivait dans une maison très isolée. Ses enfants partis, son mari sans patience, ses amis et sa famille si loin qu'en l'absence de toute oreille compatissante, elle avait pris l'habitude de se confier à une cruche dont elle avait fermé le rouleau. Elle lui avait raconté pendant de longues années, sans aucune réserve, les moindres de ses peines passées au présent, le plus petit détail de ses pensées les plus intimes. Lorsqu'elle sentit la mort venir, elle éprouva le besoin d'ouvrir sa cruche confidente. Elle vit s'en échapper alors des araignées de toutes sortes, des serpents, des insectes, des scorpions, tout un monde de bêtes grouillantes, plus venimeuses les unes que les autres. Sans s'émouvoir, elle les laissa s'égayer, fuir, quitter la maison vide, puis s'étendit pour mourir en paix, persuadée que le venin que portaient ces histoires s'était déversé dans la cruche et s'y était matérialisé avec le temps en un microcosme dangereux et mortifère au lieu de la ronger elle-même de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut se confier, il faut raconter. Oui, c'est ça. Il faut se confier, peu importe à quoi, il se trouve que c'est une cruche, et au lieu, voilà, l'image, les psychologues n'ont rien inventé de mieux aujourd'hui, au lieu que tout ce qu'elle avait de mal la ronge de l'intérieur, elle l'a extériorisé. Hein. Donc, si c'est une cruche, pourquoi pas? Si c'est des personnes, c'est encore mieux. Voilà. L'image est très belle. Alors, une petite histoire sur ce conte. Je l'ai entendu 1 million de fois avant de m'endormir, racontée par ma grand-mère. Et l'autre histoire, c'est que dans ma famille en tout cas, j'imagine que dans d'autres familles marocaines c'est aussi le cas, mais il y a casser sa cruche, c'est dans notre langage. Quand on vous dit il a cassé sa cruche ou elle a cassé sa cruche, ça veut dire il a fait des confidences. Donc, à un moment ou à un autre, peut-être pas comme cette cruche qui se déverse avant la mort, mais à un moment ou à un autre, chacun de nous laisse échapper des choses. Et là, on dit, entre nous, il a cassé sa cruche aujourd'hui. Nous sommes le mardi 8 septembre 1998. Oui. La grand-mère vient de mourir. Oui. Et toute l'histoire de ce livre va se dérouler à partir de ce moment-là, jusqu'à l'enterrement et après aussi. Alors, c'est pas triste. Je veux pas qu'on imagine que c'est triste. Vous l'avez perçu. En fait, c'est une grand-mère, c'est l'aïeule de la famille et c'est la plus âgée du village. Donc, c'est une mort qui est dans l'ordre des choses, qui est attendue. Il n'y a pas, entre guillemets, à s'apitoyer outre mesure. Il y a à accepter l'ordre des choses. Ce que j'ai fait là, c'est qu'en fait, je décris
une espèce de transformation qui s'est passée pendant 3 jours. Le deuil au Maroc, ou globalement dans les pays arabes, se déroule sur 3 jours. Hein. Donc on arrive, il faut enterrer vite la personne, ça se passe en moins de 24 heures, les gens se mobilisent, il y a quelque chose qui se fait, tout le monde est là. Mais indépendamment de ce moment où tout le monde est là, où on enterre, il y a la suite. Il y a 3 jours où les portes sont ouvertes et les maisons s'y prêtaient. C'est une grande maison. Alors aujourd'hui, on appelle ça un riad. On imagine les riads de Marrakech. Moi, c'est une grande maison qui n'est pas transformée en riad de Marrakech, qui est dans un petit village. Les portes sont ouvertes. Et il y a dans cette participation au deuil comme comment dire, c'est une bonne action. Un, pour la famille, on est là, on accompagne, et deux, même pour la mort, la personne défunte, c'est un accompagnement et c'est une bonne action qu'on fait vis-à-vis d'elle. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Ce qui apparaît de manière sous-jacente et que j'ai transcrit en écrivant, c'est je me suis sentie moi-même transformée psychiquement. J'ai imaginé que nous tous, on l'avait été. Si je devais utiliser une expression pour résumer ce que j'ai ressenti entre la date donc du décès, le 9 novembre 1998, avec tous les personnages qui sont là, je dirais si loin au début, si proche à la fin. C'est ça, c'est si loin, si proche, si excité au début, si apaisé à la fin, comme s'il y avait eu une prise en charge collective. Une amie psychologue m'a dit, donc au moment de l'apparition, de la première parution, elle m'avait fait un commentaire. Elle m'avait dit, vous savez, et je n'en avais pas conscience moi en l'écrivant, hein, mais elle m'avait dit, un des moteurs qui pousse les gens à venir dans mon cabinet, c'est 6 mois, 8 mois après un deuil, ici donc en France, ils se sentent mal, ils ne savent pas pourquoi. Elle me dit, en lisant ce livre, maintenant je sais pourquoi. Ce travail qui est fait là, collectivement, on n'utilise pas le mot travail, on utilise, j'y vais, je vais présenter mes condoléances, je vais participer au deuil, je vais apporter à manger pour soulager la famille, qu'elle n'ait pas à penser à faire à manger. Donc il y a toutes ces petites choses qui se trament, et ces petites choses, me semble-t-il, font que on s'apaise, on oublie, on accepte. On n'est plus la même personne, j'en suis persuadée. Je l'ai vécu 3-4 fois. Encore une fois, je ne parle pas de mort brutale, une noyade, autre chose, comme aujourd'hui on parle de tous ces jeunes qui s'immolent, des choses comme ça. On met ça de côté. Mais dans des morts qui sont dans l'ordre des choses, cette prise en charge du deuil est vraiment tout à fait particulière. Elle n'est pas réfléchie, mais il se trouve que elle a son utilité. Alors pourquoi Cruche aussi? J'ai eu le sentiment que cette maison entière s'était transformée en une espèce de cruche. On parlait tous. Il y avait des confidences, des choses qui n'auraient jamais été dites se sont dites là. Des choses intimes, des choses brutales. On a appris à se connaître. L'Occident a appris à connaître l'Orient, ou l'Orient a appris à connaître l'Occident. C'est l'autre particularité aussi de ce livre, c'est que vous avez 2 générations. C'est ce que j'ai appelé avant indépendance, après indépendance. Donc celles qui ont l'arme de la lecture, de l'écriture, et puis les autres. Et tout ça se mélange joyeusement et ne fait pas, comment dire, elles ne réagissent pas de la même manière. La langue n'est pas la même. L'Occident est là, malgré lui, qu'il le veuille ou non, il est là. À un moment, je dis, je suis moi-même, et c'est vrai, l'image est vraie. J'ai une djellaba pour montrer que je suis en deuil, mais en dessous, il y a mon jean. Quand je marche, les pans de la djellaba s'ouvrent, on voit le jean. Donc, voilà, malgré vous, vous êtes les deux. Hein, pour le meilleur ou pour le pire, mais vous êtes les deux. Et dans ce mélange qu'il y a dans ces soirées familiales où on se parle toutes, les deux sont là, avec violence, avec passion, avec acceptation, comme vous dites. On s'écoute, on s'accepte, on se dit waouh, à cette époque-là on faisait comme ça. Il y a en particulier l'histoire d'une femme qui accouche toute seule, et c'est un summum parce qu'elle en fait. On n'imaginerait pas une femme accouchant seule. On n'imaginerait pas, alors en plus c'est dans des conditions assez difficiles, il neigeait, etc. Et elle raconte ça comme un moment de plaisir, comme le plus beau moment de sa vie. Et on est là toutes à l'écouter. C'est un peu comme le conte, ça a quelque chose ça agit sur vous, des histoires pareilles. Merci en tout cas d'être revenu sur ce plateau, passer ces 10 minutes en notre compagnie. Ça s'appelle La Cruche Cassée, c'est un roman à partir de faits réels. Ayat El Yamani, vous publiez aux éditions Anne Carrière.
moi qui vous remercie vraiment.